Alors effectivement, un des grands enjeux aujourd'hui, c'est développer le télétravail dans les PME. Vous savez, les PME, elles sont plus le nez dans le guidon, elles ont moins de ressources humaines pour gérer des projets comme la mise en place du télétravail. Et l'autre grand enjeu dont va nous parler Marc Lager maintenant, c'est le développement du télétravail dans les 3 fonctions publiques. Merci. Oui, je suis un tout petit peu désolé parce que ce ne sera pas uniquement dans les fonctions publiques. Pourquoi? Parce que le plan qui a été mis en place au cours du comité interministériel aux ruralités de mars 2015, ce plan concerne l'ensemble de la sphère publique, mais aussi de la sphère concurrentielle. Mais je vais y revenir tout de suite. Donc, 3 points pour ne pas être trop long et aller à l'essentiel. Nos travaux, le plan qui s'annonce et les perspectives qu'il y a derrière. Les travaux de la DATAR et du CGT aujourd'hui sur le télétravail ont été engagés il y a déjà plus de 20 ans. Donc on est presque des dinosaures du télétravail. À l'époque, on travaillait sur les autoroutes de l'information, sur la télématique, autant de termes qui ont complètement disparu. Et je crois qu'on avait un petit peu tort d'avoir raison trop tôt. Que faut-il retenir d'essentiel? On a lancé plusieurs appels à projets. On s'est aperçu que le télétravail dans le milieu rural uniquement, ça ne fonctionnait pas très bien. Quand on était uniquement sur des grandes administrations, ce n'était pas non plus assez facile. Et donc, nous avons, ces dernières années, relancé une opération qui avait pour objectif de montrer les fruits que pouvait rapporter le télétravail. Donc, notre travail de modélisation des gains du télétravail pour le salarié, pour l'employeur ou pour le territoire ont permis de montrer qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'éléments qu'on connaissait, sur lesquels vous êtes revenu rapidement. Je ne vais pas insister sur l'amélioration du rapport qualité de vie au travail, qualité de vie en famille, sur les économies qu'on peut faire. Mais par contre, la productivité de l'entreprise est une des bonnes surprises qui est apparue. Elle peut connaître de bonnes raisons, comme éventuellement des raisons plus inquiétantes. Les bonnes raisons sont liées au fait que le travailleur s'organise lui-même, il n'est pas dérangé, il est seul responsable de ses actions, il les séquence correctement, donc il accroît sa productivité. On peut craindre aussi que parce qu'il est loin et qu'il a peur d'être déclassé, il fournisse un effort supplémentaire, parce que sa crainte, c'est que son travail soit moins lisible. Mais voilà, ça c'est une des bonnes surprises. Pour les territoires, les gains de ce télétravail sont extrêmement importants. Alors là, malheureusement, ma mémoire me fait un peu défaut, et puis surtout, ce sont des chiffres que j'ai fait un petit peu mouliner tout à l'heure. Nous avons travaillé principalement sur les espaces métropolitains de Toulouse, de Lyon et de Strasbourg, parce qu'ils étaient volontaires, et puis parce que ça illustrait bien les différentes situations françaises. Et voilà les gains qu'on a pu estimer pour les territoires. D'abord en termes de nombre de voitures sur les voies de communication. On l'a fait sur Lyon, j'ai fait une extrapolation sur les Bouches-du-Rhône. Pourquoi les Bouches-du-Rhône et pas Marseille ou Aix? Parce qu'en fait, le territoire des Bouches-du-Rhône est un petit peu un système de complexe urbain relié par des autoroutes, et on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui vont travailler de Aix vers Marseille, de Marseille vers Istres ou autre. Et donc, c'est l'ensemble du département qui est concerné. Alors, si on considère qu'il y a à peu près 2 millions de personnes sur ce département, que sur Marseille, c'est 800 000, sur Aix, c'est 400 000, et ainsi de suite, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'il y aura 130 000 télétravailleurs en 2020. Cela estimé à partir des tâches télétravaillables. Eh bien, 130 000 travailleurs en 2020 et 180 000 en 2025, c'est, si on prend l'hypothèse que 70% d'entre eux peuvent choisir le vendredi pour télétravailler, que la moitié d'entre eux utilisent leur voiture lorsqu'ils vont travailler, les autres des transports en commun, si on considère qu'ils font aussi du covoiturage, à raison d'une personne sur 5 conducteurs, et si on considère que 60% d'entre eux circulent aux heures de pointe, eh bien, a priori, ça répond un peu à votre questionnement, M. Paoli, on peut retirer de la circulation 22 750 véhicules en 2020, 31 000 en 2025. Donc si effectivement, à la marge, ces 5% de véhicules qui se traduisent par 20 ou 30% de fluidité en plus, on a des gains extrêmement importants. On a fait des estimations aussi sur d'autres aspects, notamment sur l'écoute, avec une moyenne de 26 km
distance entre le travail et la maison en France. Donc ça, c'est une valeur nationale. Si on considère qu'il y a à peu près 2 jours par semaine qui sont télétravaillés, donc 80 jours par an, et que le coût, tout compris, c'est-à-dire d'amortissement de véhicules, d'assurance, de carburant et d'empreinte carbone, est de 30 centimes d'euros par kilomètre, eh bien, pour les Bouches-du-Rhône, l'addition, elle est de 162 millions d'euros par an. Si on rajoute le coût du temps de travail, alors là c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un coût qui est à la charge de l'employeur, mais c'est un coût global, c'est un coût générique, eh bien on rajoute, alors attendez, 176 millions d'euros par an supplémentaires et on a une addition de 339 millions d'euros par an, donc uniquement sur les Bouches-du-Rhône. Donc vous voyez, pour les territoires et pour la collectivité, le gain important que peut représenter cet effort vers le télétravail. Alors, ces travaux de modélisation ont été en partie, et puis l'historique, si vous voulez, le fait que le télétravail est un petit peu dans nos gènes. Donc c'est ce qui a motivé le fait que le gouvernement nous demande de piloter un petit peu une coordination des différentes opérations, puisque sur la fonction publique, vous le mentionniez, c'est la direction générale de l'administration de la fonction publique qui est compétente. C'est elle aujourd'hui qui est à la manœuvre pour rédiger ce décret de la loi Sauvadet qu'on attend depuis plus de 3 ans. Mais ce n'est pas évident parce que les syndicats sont quand même beaucoup plus inquiets. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'il ne faut pas non plus faire d'angélisme, parce que si effectivement il y a beaucoup à attendre du télétravail, il y a aussi beaucoup de freins, un certain nombre d'inquiétudes, et puis on vient tellement perturber le système et les équilibres actuels que il faut quand même savoir où on va avant de prendre les décisions définitives. Donc, sur cette question de l'administration de la fonction publique, on a quelque chose qui va avancer. Nous avons, soutenu avec le MACEO dans le Massif central, une expérimentation qui a concerné 11 administrations, donc des DREAL, des préfectures, des différents ministères. Les résultats sont plutôt probants, c'est-à-dire que tout le monde se dit tiens, oui, ça se passe mieux que ce qu'on aurait cru, notamment les managers, mais attendons de voir. Donc le jour où ce décret de la loi Sauvadet sera apparu, d'ailleurs comme ceux de la loi Warsmann qui concerne la sphère privée, eh bien probablement qu'on aura un certain nombre de décideurs qui se sentiront plus à l'aise sur le plan juridique et qui pourront mettre en place des accords de télétravail dans leurs services et qu'il y aura une croissance aujourd'hui limitée, sauf si on considère le télétravail gris parce qu'il est relativement important. Donc voilà, ce plan sur le télétravail va concerner la sphère publique d'un côté, la sphère privée de l'autre. Et évidemment, on va associer la direction générale du travail, les partenaires sociaux pour savoir comment faire des propositions, des guides, des modèles, des points de repère. Notre ambition, c'est que sur l'année 2016, il nous faudra écrire la feuille de route pour le reste de l'histoire du télétravail à partir de 2017. Donc dans cette feuille de route, je pense qu'on va essayer de présenter un certain nombre d'outils qu'on a pu voir à l'étranger, comme un site télétravail.gouv.fr sur lequel il y aura l'ensemble des témoignages des uns et des autres. On pourra remettre notre travail de modélisation dont j'ai parlé. On pourra évidemment faire voir comment évolue le cadre législatif. On pourra mettre en perspective tout ce que les différentes régions peuvent faire. Et d'ailleurs, évidemment, notre ambition, c'est de mobiliser ces nouvelles régions sur cet enjeu. Dans la salle, un de mes collègues, Thierry Arpimpon, excusez-moi, je ne t'ai pas prévenu, mais c'est un de vos interlocuteurs, c'est l'interlocuteur de l'État ici en PACA sur l'ensemble des sujets qui relèvent du numérique ou de l'évolution technologique. Et clairement, nous allons lui demander, comme nous le demanderons aux autres chargés de mission au TIC auprès des préfets de région, d'animer une réflexion et des actions sur ce champ du télétravail avec les métropoles, avec les régions, avec les départements, avec les agglos, avec les EPCI qui sont aux alentours de la métropole, parce qu'ils sont très concernés par la façon dont on va pouvoir reporter sur les marges de la métropole de l'emploi, de la présence, de l'activité, des revenus, de la fiscalité. Voilà. Dernier point, les perspectives. Clairement, ce sujet du télétravail touche très profondément la société et l'évolution des territoires. Et nous avons des enjeux qui tournent autour de ce qu'on appelle la ville intelligente. Nous n'aimons pas trop cette expression parce qu'une ville n'est pas intelligente en soi. Et en plus, s'il était seule à être intelligente et que les campagnes ne l'étaient pas, ce serait une solution bête en elle-même. Donc on ne peut raisonner que sur des territoires qui peuvent s'approprier des solutions intelligentes. Le télétravail est clairement une solution intelligente pour tous les territoires les plus urbains comme les territoires les moins denses.
et puis sur les relations entre ces territoires, puisqu'il y a des formes de respiration, on le voit, hein. L'idée, c'est de réduire ces mouvements pendulaires entre le centre et la périphérie. Et d'ailleurs, j'en terminerai par là, parce qu'il y aurait énormément à dire encore. Une des propositions qu'on retrouve dans le comité interministériel aux ruralités vient de député du Cantal, Alain Calmette, et on sait que le Cantal est assez pilote dans le domaine du télétravail. Donc c'est une proposition de contrat de réciprocité entre les espaces métropolitains, les grandes villes et puis les campagnes. Eh bien, le télétravail peut faire partie de ces supports de réciprocité des relations, puisque chacun est gagnant. Le territoire rural ou le territoire périurbain, comme je le disais, retrouve de l'activité, du dynamisme, ou il en a encore plus s'il en avait déjà, puisqu'il est souvent dynamique. Et puis le territoire urbain, lui, respire un peu plus, est moins engorgé, est moins paralysé. Voilà, il est clair que vous en avez parlé avec la pollution, mais dès qu'on aura à nouveau tous les risques qui vont continuer de se développer, climatiques, malheureusement liés à différentes catégories de menaces, mais aussi, comme aujourd'hui, j'ai failli arriver très en retard parce qu'il y avait un gros accident sur la 9 et elle était bloquée dans les deux sens depuis ce matin 3 heures. Tout le trafic était dérouté sur la nationale 113, donc les camions avançaient à 3 km/h sur 40 km, c'est assez hallucinant. Donc à la rigueur, j'aurais pu intervenir par Skype à distance, mais non. Voilà, un cadre un petit peu général que je vous présente. Moi, je suis venu ici aussi pour écouter les témoignages et éventuellement remettre tout ça en perspective au niveau national.